Bonjour à tous, excusez-nous pour ce petit retard, on a eu un tout petit problème technique. Donc Kimiko va nous rejoindre sous peu et ce que je vous propose, c'est déjà de, vous introduire un peu, ce webinaire-là et de pouvoir, faire une présentation de tout ce moment-là et de vous représenter un peu, parce que aujourd'hui, on est, sur le lancement aussi de cette semaine nationale de la petite enfance, donc on est très heureux aussi de pouvoir vous offrir ce moment-là. Et on est, très heureux par la même occasion parce qu'aujourd'hui, on vient de passer les 10 000 inscrits. Donc merci beaucoup pour toute votre mobilisation autour de cette semaine et de la valorisation, que vous faites sur le bien-être des enfants, mais aussi de vos métiers au quotidien. Donc un grand merci pour vous, toutes les actions que vous faites. N'hésitez pas bien sûr à partager tout ce que vous mettez en place sur le terrain, parce que pour nous, c'est extrêmement important de pouvoir, communiquer et de mettre en avant toutes vos actions. Donc surtout, n'hésitez pas. On est déjà extrêmement ravis de voir, tous vos programmes partagés sur les réseaux et autres. Donc, maintenant, on n'a plus que hâte de voir, tout ce que vous avez mis en place vis-à-vis des ateliers et auprès des enfants. Donc, surtout, partagez-nous, tout ce que vous faites. Ce sera avec un grand plaisir qu'on les republiera. Et aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour un webinaire, avec, Kimiko de l'école des loisirs sur, justement, l'importance des livres dans la petite enfance et notamment, de tout son travail, à proprement parler, notamment avec, Bisous arc-en-ciel, un ouvrage qu'on pourra vous présenter et en parler aussi aujourd'hui. Et ce que je vous propose, c'est que, en introduction, qu'on voit ensemble, bien sûr, pourquoi en fait c'est si important les ouvrages, dans la petite enfance, pour les jeunes enfants. Et dans un premier temps, du coup, moi je me suis mis un peu les questions clés qu'on pouvait se poser, dans ce domaine de la petite enfance et se dire, pourquoi, on parle du livre pour les enfants? Pourquoi c'est une telle importance? Et par la même occasion, justement aussi, pouvoir échanger avec les familles autour de ces ouvrages. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Moi, j'ai tout sous les yeux, donc comme ça, je pourrais aussi répondre, sur une question plus technique. Il y a aucun souci. Ce que je vous propose, c'est que du coup, je commence par moi. La première question que je m'étais notée et qu'on peut entendre assez souvent, c'est à quel âge, en fait, on peut commencer vraiment à lire un livre aux enfants? L'idée, en fait, c'est que les livres, c'est dès la naissance. C'est dès qu'on veut, dès qu'on peut. C'est que, en fait, les livres, c'est un des meilleurs supports possibles, en fait, pour vraiment, c'est un outil pour échanger avec l'enfant, pour communiquer avec lui. C'est vraiment un moment où, en fait, l'enfant, à ce moment-là, où il a la plus grande sensibilité, c'est avec notre voix, avec l'intonation qu'on va faire. Donc toute l'importance, en fait, de pouvoir échanger avec lui et le livre va, en fait, peut nous permettre d'être un outil pour échanger avec lui, pour avoir des intonations différentes, créer du lien et des moments de plaisir à échanger avec lui. C'est vraiment, en fait, un moment où, même lire à un bébé, en fait, ça peut l'apaiser et favoriser tout son éveil sensoriel et émotionnel à ce moment-là. Donc c'est vraiment, ça a vraiment un bienfait plus général sur son développement. Et même si on va derrière sur, tout le côté des 0-3 ans, en fait, le livre, ça a un impact, encore plus grand, notamment sur le développement du langage, parce qu'on sait que justement les enfants apprennent par l'imitation. Donc notamment si vous lisez un livre face à un enfant, il va regarder directement en fait vos mouvements de bouche pour essayer de les imiter par la suite et développer son langage. Tu aussi la mémoire, parce que je pense que, vous en tant que professionnel ou parent, vous êtes les premiers à voir que, si vous lisez une histoire que les enfants ont l'habitude et que vous mettez pas la même intonation ou vous changez un tout petit peu un mot, ça va être les premiers, à vous rappeler qu'on n'a pas dit la bonne phrase. On ne peut pas les arnaquer, hein, sur ce point, hein. Des fois, on a des histoires qui peuvent nous paraître un peu longues et donc on veut aller plus vite et on se rend bien compte qu'ils nous rappellent que non, 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 on ne va pas sauter de page. Donc ça a aussi un gros travail sur la question de la mémoire des enfants. Et ensuite, il y a aussi, toute l'attention. Parce qu'on sait à quel point l'attention des enfants est très éphémère et qu'on se rend compte à quel point ces enfants, en fait, lors des moments de lecture, ils sont tellement attentifs. C'est un moment où, en fait, on se rend bien compte que ça va encore plus loin que, juste raconter une histoire pour passer le temps. C'est que ça a un vrai intérêt pour le développement de l'enfant et notamment de son attention. Et ce que je dirais que ce qui va encore plus loin, c'est toute son imagination. Parce que quand on va lire une histoire, on va permettre à l'enfant de peut-être se créer ses propres histoires derrière, de pouvoir créer, son propre univers, ses propres créativités, en fait, à ce moment-là. Donc c'est aussi tout l'intérêt, c'est que se dire qu'en fait le livre, c'est pas juste un moment, d'échange autour d'un ouvrage, c'est que ça a un vrai impact sur le développement de l'enfant. Que ça soit le langage, la mémoire, l'attention, l'imagination et que par la même occasion, le livre, en fait, ça peut être utilisé aussi comme une forme d'outil, à proprement parler, vraiment pour sécuriser l'enfant. Ça peut être un outil qui peut être justement, on le voit souvent, avant de dormir,
avant la sieste, avant le coucher du soir. Ça peut être un rituel sécurisant et qui, en fait, qui va renforcer le lien entre les parents et l'enfant, mais aussi entre vous et l'enfant. C'est vraiment un moment où, ce moment de ritualisation de l'histoire, c'est un moment sécurisant pour l'enfant. Donc ces points-là, ils sont assez importants et bah, notamment, pourquoi on parle des livres aussi, avec le thème de cette année qui est encore jouer à l'infini? Bah, c'est qu'avec les livres, on peut jouer, mais il y a aussi une grosse question de la répétition, encore. Dans les livres de jeunesse, justement, la question de la répétition, c'est extrêmement important, dans même la structure, en fait, des phrases. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a précisé qu'il y avait un problème de son. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Hop, OK. J'ai eu des oui, j'ai vu des oui. OK, bah, je vais continuer. N'hésitez pas peut-être à, augmenter le son ou, par la même occasion, peut-être regarder si vous n'avez pas d'autres choses ouvertes sur votre navigateur qui peuvent peut-être influencer, justement, le fait que vous m'entendiez. Donc du coup, je rebondis sur ce que je disais sur la répétition. En fait, la répétition et la structure, en fait, qui est extrêmement importante pour l'enfant, parce qu'en fait, c'est par la répétition qu'il va avoir une meilleure compréhension encore de l'histoire et des mots qu'on va mettre en place. Et aussi, bah, de la signification, en fait. Vraiment, la signification des mots, c'est extrêmement important pour nous. Et par la même occasion, bah, en fait, c'est en écoutant régulièrement les mêmes phrases, en fait, on va de plus en plus favoriser, en fait, la mémorisation de l'histoire. Comme je vous disais, bah, voilà, une fois qu'on a lu une fois l'histoire, 2 fois, 3 fois l'histoire, bah, là, les enfants, c'est presque à voir presque s'ils peuvent pas la raconter tout seuls, en fait, cette histoire. On se rend bien compte que si on fait la moindre erreur, ils nous la rappellent vite et en fait, par la même occasion derrière, c'est que, par ces phrases-là, ils les mémorisent et ils peuvent les reproduire, en fait et reconstruire leurs propres histoires. Donc il y a vraiment une question de l'acquisition du langage derrière tout ça. Du coup, les seuls conseils que je pourrais vous donner vraiment sur comment raconter des histoires, bah, en fait, c'est propre à vous. C'est vraiment, en fait, quand vous racontez une histoire, le faites pas par contrainte, faites-le par plaisir, c'est vraiment un moment d'échange avec les enfants. Et derrière, en fait, n'hésitez pas à jouer sur votre voix, sur les intonations, pour capter l'attention. Des fois, le faire aussi avec vos mains, en fait, ou avec des objets, pourquoi pas. Rendre ce livre vivant à proprement parler, matériel, on peut qu'il soit palpable. Aussi poser des questions, et par la même occasion, en fait, bah, pourquoi pas laisser à l'enfant, en fait, la possibilité de répéter les phrases qu'on fait. Et du coup, heu, on a la chance d'avoir Kimiko qui nous a rejoint juste ici. Du coup, il je vais juste, demander que vous puissiez réactiver le son parce que moi je peux pas le réactiver, directement. Heu, Normalement, vous pouvez le faire juste en haut de l'écran. Super! C'est bon? Est-ce que c'est bon? Merci beaucoup! Je suis désolée pour le retard, hein, je suis vraiment désolée. Il y a aucun souci. Donc du coup, bah, moi, ce que je propose, c'est que, je finisse de remontrer un peu tous les bienfaits pour l'enfant et qu'après, Oui. bah, on laisse place quand même à notre invité d'honneur, du jour pour nous présenter, tous ses Non, 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 ouvrages, mais il faut et qu'on une partie de bien ses ouvrages. présente. Donc surtout, voilà, c'était vraiment la question de la répétition qui est extrêmement importante et c'est en fait aussi, bah, des fois, ne pas hésiter à changer, à justement rendre vivant ce livre, par la même histoire en changeant peut-être, quelques petites indications ou autre, et derrière, bah, pourquoi aussi ne pas jouer avec les images, avec les couleurs pour les enfants? En fait, c'est assez essentiel parce que, heu, la vue, c'est le dernier sens que les enfants développent. Donc il y a qu'à avoir un livre avec des forts contrastes. Dès les bébés, ils vont pouvoir, plus facilement, visualiser les images et surtout pouvoir vous accompagner et identifier la répétition. Donc bah, avant de passer la parole à Kimiko pour, justement à ce moment-là, heu, vraiment ce que les choses que je trouve très importantes dans la question de la répétition et comme ça a été précisé aussi la musicalité des mots, heu, c'est vraiment que ça a un vrai intérêt pour le développement de l'enfant, aussi bien dans l'apprentissage du langage que la mémoire, que l'attention. Qu'en fait par la même occasion, en fait, c'est ça la structure de la répétition, en fait, c'est aussi un moment où c'est plus sécurisant. Ça et du coup, ça permet une plus grande participation à l'histoire et aussi, ce qui est très important et je pense que, vous avez dû m'entendre le dire dans tous les webinaires, c'est vraiment la question de plaisir. C'est un moment de partage vraiment avec l'enfant. C'est un moment où, on est là pour échanger un moment, et c'est vraiment réussir à se trouver un cadre sécurisant autour de ça. Voilà. Donc, bah, merci en tout cas, et bah, maintenant je vais laisser quand même la parole à Kimiko parce que c'est un peu son événement aussi, à ce moment-là. Heu et du coup, bah, pour commencer, nous on avait pensé un peu de se dire, bah, peut-être Kimiko, présentez-vous.
tout simplement parce que peut-être que, comme on le dit souvent, on a du mal des fois à mettre, un auteur sur les ouvrages et je pense que Croque-Bisou, tout le monde connaît. Bisou Arc-en-Ciel aussi, mais peut-être pas vous directement. Donc si vous pouviez vous présenter, je pense que ça serait super. Alors bonjour, je m'appelle Kimiko. Comment je pourrais me présenter? J'ai un papa français et une maman japonaise, donc j'ai un peu une double culture. J'ai été bercée, alors ma maman japonaise ne parlant pas français quand elle est arrivée en France, a essayé d'apprendre le français en achetant des livres pour enfants, en lisant des livres pour enfants. Et notamment, alors je ne sais pas si vous les connaissez, mais les livres de Richard Scarry, où il y a beaucoup de vocabulaire qui sont écrits sur les pages. Et donc, moi, j'ai eu beaucoup de Richard Scarry dans mon enfance pour apprendre en même temps que ma maman à lire et à écrire. À part ça, que vous dire? J'ai eu une enfance entre la France et le Japon. Enfin, je vivais en France principalement, mais j'allais très très souvent au Japon et les vacances scolaires à l'époque d'été en France étaient très très longues. Donc, je partais 2 mois et demi, 3 mois au Japon. Et au point que, quand j'étais petite, quand je revenais du Japon, je ne savais plus parler français. C'est-à-dire que je ne parlais que japonais avec ma famille et mes grands-parents et je revenais en France. En plus, je faisais toutes les habitudes japonaises. C'est-à-dire que j'enlevais mes chaussures sur le palier. À l'inverse, quand j'arrivais au Japon, je montais sur les tatamis avec mes chaussures et mes grands-parents criaient en disant, mais il faut que tu enlèves tes chaussures. Enfin, voilà. Donc, j'ai eu une enfance comme ça à faire des allers-retours entre le Japon et la France. Et je dois dire que, il y a eu aussi un événement, enfin, quelque chose d'assez important dans mon enfance, c'est que la meilleure amie de ma mère était éditrice de livres pour enfants. Elle habitait à Tokyo. Alors moi, je suis plutôt de la région de Kyoto. Mais à l'époque, les avions n'arrivaient pas à Osaka, ils arrivaient à Tokyo. Donc on passait toujours par Tokyo pour repartir ou revenir de France. Et on passait donc quelques jours chez cette amie qui avait une pièce remplie de livres pour enfants, qui étaient principalement des livres, parce qu'elle, elle faisait des livres américains qu'elle traduisait en japonais. Et donc, j'avais cette bibliothèque où, avec ma sœur, on se plongeait dans les livres américains pour enfants. Donc, on a eu Sendak, beaucoup. Qui est-ce que des auteurs d'ailleurs qui sont pas très connus en France non plus. Donc voilà. Et je dois dire que peut-être mon envie de faire des livres pour enfants est venue de ça, mais c'est vrai que très tôt j'ai eu envie de faire ce métier. J'ai fait une petite bifurcation avant de faire des livres pour enfants. Après mon bac, j'ai fait une école de graphisme à Paris qui m'a entraînée vers une école de stylisme à Tokyo. Donc, j'ai fait une école de stylisme à Tokyo pendant 3 ans. Je suis revenue en France, j'ai travaillé dans la mode. Et puis, très rapidement, j'avais l'impression de ne rien pouvoir inventer dans la mode. Je me disais, mais tout existe. Je ne voyais pas du tout comment créer quelque chose de nouveau. Alors que, bien sûr, les bons stylistes le font. Et je me suis retournée vers le livre pour enfants qui était... D'ailleurs, quand j'ai commencé mon école de graphisme, quand on nous demandait ce qu'on voulait faire, j'écrivais que je voulais faire des livres pour enfants. Et du coup, je me suis replongée dedans et puis j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui me dit, mais va voir à l'école des loisirs. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler à l'école des loisirs avec mon premier éditeur qui était Arthur Hubschmidt. Super, bah, Voilà. merci. Et du coup, heu, d'où vous tirez un peu toute votre inspiration, cette approche, heu, d'illustration, d'histoire? En fait, je pense que, comment dire, quand je commence à écrire mes histoires, ou que ce soit Croque-Bisou ou les autres personnages, je suis moi-même un enfant. C'est-à-dire que je suis l'enfant qui a envie d'une histoire.
et ça vient comme ça. Et Croque-Bisou, c'est un personnage que j'ai inventé d'abord sans vraiment savoir ce que j'allais en faire, mais j'étais effectivement Croque-Bisou. Alors c'est très étrange, mais venu d'une image d'un peintre belge qui s'appelle, je me souviens plus. Euh, il y a une image de nuit qui est en fait une image de nuit et de jour du peintre surréaliste, ça va me revenir, où il y a une fenêtre, une maison ça s'appelle l'Empire de la Lumière, je pense ce tableau, et bref, cette image m'a donné, pardon, Magritte, oui, pardon, merci, de Magritte. Cette image m'a donné envie, où il y a juste une maison dans la nuit. Non, en fait, le ciel est le jour et la maison est dans la nuit. Et il y a une lumière éclairée. Et il n'y a aucun personnage, il n'y a rien, c'est un paysage. Et cette image m'a donné envie de créer un personnage qui arrive dans cette maison. Et c'est comme ça que j'ai créé Croque-Bisou. Et je voulais absolument un personnage qui... Alors, vous savez, quand on écrit des histoires, mais j'ai pas à la base, j'ai pas pensé que ça serait une série. J'ai fait un personnage, une histoire où Croque-Bisou arrive pour rassurer l'enfant qui va se coucher parce que moi-même, même quand j'étais enfant, même quand j'étais même plus grande, 15 ans, 16 ans, le moment de s'endormir était un moment d'angoisse où tous les problèmes alors, petit enfant, je ne me souviens pas, mais je sais que c'est toujours un moment d'angoisse de se retrouver tout seul dans sa chambre et de se coucher. Et je voulais que les enfants soient accompagnés par un personnage rassurant tous les soirs. Et Croque-Bisou ne se passe que au moment du coucher, c'est-à-dire il y a une petite aventure juste avant le coucher. Et la première histoire, c'était juste le personnage qui arrive pour rassurer les enfants, pour leur dire, bah voilà, maintenant, tu vas pouvoir t'endormir tranquillement parce que je suis là, je veillerai sur toi. Voilà. Et les histoires viennent comme ça, en général, on a envie, on crée enfin, en tout cas moi, je crée un personnage et après j'ai envie, quand je crée le personnage, avec le dessin, lui vienne sa personnalité et avec la personnalité, les histoires arrivent et c'est comme un jeu de domino qui tombe. C'est au fur et à mesure que ça se construit. Ouais, c'est hyper intéressant ce que vous dites, parce qu'en plus, comme vous l'avez très bien dit, vous avez parlé de votre vécu à ce moment-là. Donc c'est Oui, aussi de montrer que ce qu'on vit, ça peut un peu nous impacter par la suite. Et en plus que au bout du compte, ça rentre souvent comme je le disais un peu au début, quand je l'introduisais, c'était la question on peut s'en servir comme outil des fois de rituel ou pour accompagner peut-être sur certains questionnements. Et je trouve que c'est ce qu'on fait de plus en plus et je trouve ça extrêmement intéressant de voir un peu les formes de thématiques qui peuvent en ressortir des fois, pour accompagner les enfants. c'est vrai que le rituel est très important pour les enfants et dans cette notion de rituel, effectivement, il y a la notion de répétition et c'est aussi amusant dans le texte de mettre des répétitions, c'est aussi amusant dans les histoires, cette répétition bah, écoute, moi, toutes mes histoires de croque-bisous se terminent par bonne nuit, petite souris. Et c'est cette répétition qui rassure aussi beaucoup les enfants parce que c'est comme d'habitude, et si ça s'est bien passé la nuit précédente, ça se passera bien la nuit prochaine, parce qu'on termine par le même rituel. Et j'ai voulu créer Croque-Bisou comme un doudou qui arrive tous les soirs pour apaiser l'enfant qui va se rendormir. Ouais, c'est super intéressant parce que justement, là, on voit qu'il y a beaucoup d'ouvrages qui sont faits, sur, le sommeil, les émotions, des Mm. moments qui peuvent être, entre guillemets «problématiques», justement, vis-à-vis de l'accompagnement de l'enfant et on essaye de voir aussi parce que, rien n'est simple, hein. On peut pas se mettre forcément à proprement parler, dans la tête de l'enfant pour qu'on se dise: «Ah, allez, on oublie vite tous ces soucis» et Oui. c'est vrai que ces ouvrages-là, c'est un peu le côté de, bah on essaie de trouver une alternative pour se rassurer, pour se sentir en sécurité, écouter aussi par la même occasion. Mais Donc en c'est super plus, sympa. c'est l'angoisse que l'enfant peut avoir.
euh, même adulte, on l'a. C'est-à-dire que c'est pas les mêmes angoisses, c'est pas les mêmes problèmes, mais tout le monde sait que le soir, euh, pas forcément au moment de se coucher, mais dans la nuit, on se réveille, les problèmes qu'on a eus, qu'on n'a pas pu résoudre, prennent des proportions énormes. Et c'est la même chose. C'est-à-dire que les problèmes des petits sont pas les mêmes problèmes que les grands, mais on a les mêmes. Donc, Bah, ça me fait un peu c'est référence à. c'est aussi ce qui me permet, en même temps, quand j'écris les histoires, je me plonge dans mon enfance, mais aussi avec mon ressenti d'adulte, où je mets aussi une part de moi d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que quand j'écris mes histoires, euh, même quand je dessine, je me rends compte que je suis dans l'état d'esprit d'un enfant. Ça, c'est hyper intéressant parce que aussi, on le dit de plus en plus, entre guillemets, se mettre à la place de l'enfant. Mm. Et je trouve que justement, ce point de vue-là, de se mettre à la place de l'enfant pour mieux visualiser son vécu, bah, c'est extrêmement intéressant en fait. Oui, Euh, et puis, et, et puis ça part de là, en fait, l'accompagnement à proprement parler. parce que il se trouve aussi que heureusement, maintenant, on ne minimise pas les problèmes des enfants. On se met à avec le livre, on se met à sa hauteur aussi. On se met à sa hauteur et on lui dit, enfin moi, c'est ce que j'ai envie. Je comprends que tu aies peur, je comprends que tu sois angoissé et on va essayer de dépasser ça ensemble avec cette histoire. Tu vois, il n'y a pas que toi, il y a aussi les enfants. Quand on raconte une histoire où là, la petite souris, elle a peur de sortir, elle a peur du noir, elle a peur de regarder sous son lit parce qu'elle imagine, tu n'es pas le seul à être comme C'est ça. ça, Il y a plein d'enfants qui sont comme ça, qui ont peur aussi. Donc, tu n'es pas le seul. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas grave et ce n'est pas rare, c'est pas exceptionnel. Donc, ça aussi, ça banalise aussi la peur dans le sens que on calme le jeu, quoi. Voilà. c'est sûr. En plus, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on dit, même nous, en tant qu'adultes, on peut avoir des craintes. Bah, en fait, ça me fait penser un peu au livre Croque-Bisou, où en fait, il y a des sons qui font peur à la souris. Oui, Mais en fait, même nous, en tant qu'adultes, en pleine nuit, il y a un son qui arrive et qu'on ne sait pas d'où il vient, bah, ça va on nous se pose des inquiéter. Hein. questions. On va se poser la question de qu'est-ce qui nous arrive. Donc, on se rend bien compte que on a des peurs aussi qui se reproduisent et que, bah, au bout du compte, là, ça nous aide à aller plus loin, en fait, dans ce domaine-là. Et puis c'est aussi dans cette histoire, ce qui m'avait beaucoup amusé, c'est de raconter comme des bruits donc que l'on n'identifie pas font peur. Et à partir du moment où on sait ce que c'est, on se dit ah bah c'est juste ça, c'est pas très C'est ça. grave. Et je trouve ça assez amusant pour enfin ça rassure les enfants si on leur et on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc Exactement. c'est pour leur montrer que bah, une fois qu'on a identifié euh, cette chose qui n'imagine pas, parce que évidemment, quand on ne connaît pas, on imagine plein de choses qui en fait ne sont pas aussi effrayantes qu'on peut le penser. Ça. Et c'est que ça peut trouver même des biais pour faciliter l'accompagnement ou même avoir une meilleure compréhension en fait de d'où peut venir la peur. Parce que c'est vrai que des fois on l'oublie nous en tant qu'adultes, mais on a déjà vécu peut-être cette expérience, donc on en a plus peur. Mais l'enfant, lui, il est en train de l'apprendre, Oui, cette perception-là. Donc tout à il n'y a rien fait. de simple. Oui, Il n'y a rien de simple dans ce moment-là. tout à fait. Moi aussi, ce que j'appréciais énormément dans vos ouvrages, notamment avec Bisous Arc-en-Ciel, que j'ai juste sous la main, c'est en fait aussi que les dessins soient très épurés, en fait. On Ah se perd oui. pas. On se perd pas. C'est vraiment quelque chose où, on sait que, enfin, il y a pas une, comme on pourrait dire, une forme de forme stimulation visuelle. C'est vraiment, en fait, on voit l'élément, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre, qu'est-ce qu'on a envie de faire passer comme message. Bah, ça me fait plaisir ce que vous me dites parce que quand j'ai écrit Le bisou arc-en-ciel, justement, j'avais envie d'aller à l'essentiel. Et je me suis dit, je ne vais mettre rien d'autre que ce que j'avais envie cette histoire que avait envie de raconter sur tous les bisous qu'on peut se faire avec les enfants, qui sont justement des bisous pour rassurer, des bisous pour consoler, des bisous
pour juste pour se faire plaisir, hein. Et au début, j'ai commencé à écrire l'histoire en mettant un décor, ce que j'ai fait d'ailleurs par la suite pour un peu dans cette série pour un peu changer. Mais c'est vrai que le premier qui, en vrai, n'était pas destiné à être une série. Quand j'ai fait Le Bisou Arc-en-Ciel, j'avais envie de réconfort, de douceur, de gentillesse. Et, euh, et donc, j'ai complètement épuré. J'ai fait que les deux personnages qui se font toutes sortes de bisous. Mais vous savez que moi, ce livre m'a apporté beaucoup parce qu'un jour, dans une séance de dédicace, une maman est venue me voir en me disant que ce livre lui avait permis d'avoir un contact avec son enfant qui avait une sorte de maladie autistique, je ne sais pas à quel niveau, mais qu'elle avait une rupture de contact et de communication avec son enfant et que ce livre lui avait permis de se reconnecter avec son enfant et de pouvoir le retoucher parce qu'elle ne pouvait plus approcher son enfant. Et ça, c'était pour moi le... Bon, moi, je me suis dit, ça y est, j'ai mon livre. Ça m'a fait tellement plaisir que ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Ouais, mais c'est sûr et en plus, ça montre aussi toute l'importance du livre. La façon un peu inconsciente qui peut se passer aussi auprès des enfants, c'est que se dire que les messages qui sont communiqués dans les livres, c'est pas juste pour «passer le temps» entre Oui, guillemets. C'est que vraiment c'est les enfants s'appuient dessus aussi, et et que aussi bien pour je pense que l'imaginaire. quand on y met, comment dire, une intention de communiquer un sentiment, ça passe forcément à travers le livre. Le livre, c'est vraiment un lien avec l'enfant, c'est un pont pour permettre d'échanger aussi, de communiquer, et quand les enfants redemandent à relire la même histoire encore et encore, parce que ça les rassure, ils rentrent ils sont dans le livre en fait, et si l'histoire leur plaît, ça les rassure d'y retourner et de continuer à voir, à vivre ce moment un peu particulier. Ouais, ouais, Je pense que ça peut être plus fort que même un film parce que il y a le côté, l'image est arrêtée, c'est pas toujours en mouvement et les enfants ont besoin de ça, de ce calme, de ce repos dans une image qui est fixe. oui, c'est tout à fait ça. Je pense que c'est aussi, et en même temps, le fait que ça soit une image fixe, je pense que ça permet aussi de créer son imaginaire autour de ça. Tout à De fait. en de presque se créer sa propre histoire, on va dire. Et je pense que ça, Exactement. c'est super intéressant et hyper beau même comme message. Heu, pour les personnes qui ne connaissent pas forcément Croc, Bisou Arc-en-Ciel, moi je peux vous partager, en ligne, là, regardez, normalement on doit voir mon écran, si je dis pas de bêtises, Oui. Ah, et moi, je justement le vois. c'est ce que je disais, voilà, sur le côté, très épuré. C'est qu'on voit bien que les dessins, il y a pas, X informations dedans. C'est vraiment un moment d'échange, de partage, entre ces 2 personnages-là. Et vraiment un moment de complicité avec en plus, ce que je trouvais intéressant, c'est que vraiment, comme on disait, la répétition, elle est présente, avec tout le temps le mot «bisou» et une couleur derrière. Mm. Donc c'est vraiment, extrêmement intéressant sur cette question de la répétition et du repère, en fait, à proprement parler. Et je pense que même ce livre-là, ce qui peut être, hyper intéressant aussi par la suite, c'est qu'en fait, on peut le vivre avec l'enfant. On peut reproduire, en fait, cette histoire, typiquement. Oui. On peut la rendre vivante. Et Heu, puis, on peut aussi, il y a des enfants qui sont un peu, comment dire, qui n'ont pas forcément d'avoir des gros câlins, qui n'ont pas forcément envie d'être manipulés, c'est ça, touchés. Et donc, on peut dire, bah, on fait juste un bisou sur la main, on fait juste un bisou de loin, sans se c'est ça. toucher, etc. Et, et c'est vrai que j'avais envie d'identifier les bisous avec les couleurs pour donner une sorte de ah bah ce soir tu vas me faire un bisou vert ou ce soir tu vas me faire un bisou rose. Euh, euh, j'avais envie d'une sorte de douceur comme ça avec les couleurs. Oui, 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 et je pense que c'est hyper intéressant justement ce côté aussi de liberté, en fait. C'est que, il y a pas de forme de jugement sur, tel ou tel bisou est mieux que l'autre, Mm. et c'est vraiment c'est un choix, donc je trouve que c'est extrêmement intéressant aussi sur ce biais-là.
Bah, merci. Et après aussi, moi, quelque chose qui m'avait marqué, notamment après, bah, si on continue dans la même série, justement, Peur ou pas peur, c'est qu'en fait, bah, en fait, ça fait revivre des moments du quotidien. Oui, On est moins dans le côté, peut-être, imaginaire, comme si on avait des dragons, des licornes ou autre. tout C'est à vraiment le fait. côté d'être face à une situation qu'on peut vivre, en fait. En fait, dans cette histoire, je voulais raconter que les peurs ne sont pas les mêmes pour tout le monde et que quelque chose qui fait peur à un enfant peut être anodin pour un autre. Et en revanche, c'est pas et que tout le monde a des peurs. On n'est pas super fort et courageux tout le temps et on n'est pas peureux et fragile tout le temps. Donc et donc j'ai voulu faire qu'un des personnages a peur d'une toute petite araignée parce que c'est une araignée que ça fait très peur pour certains enfants et d'autres enfants très habitués aux insectes ou n'ont pas peur d'une araignée. Et puis après, ça se renverse. C'est l'autre personnage qui finalement, qu'est-ce qu'il a peur? Il a peur du noir au moment de se coucher et l'autre le rassure en lui disant, bah non mais regarde, c'est juste la nuit, il faut dormir, on peut allumer une petite lumière et puis aussi on peut regarder la lune qui va éclairer la chambre et qui va dédramatiser le noir de la nuit pour rassurer l'autre. Et c'était surtout moi ce que j'avais envie de faire dans cette histoire, c'est vraiment de raconter que on n'a pas tous les mêmes peurs et que on est, tout le Il y monde a est aucun différent, jugement. mais on a tous un petit peu peur pour quelque chose. Oui, c'est assez intéressant aussi ce côté-là justement de «non-jugement» entre guillemets, qui peut être des fois hyper complexe ou de se dire aussi heu, Que tout le monde peut avoir peur en que plus, tout le tout monde le peut monde peut avoir avoir peur et peur. que entre guillemets, «rien n'est anodin» en fait. Mm. Chacun peut avoir ses propres peurs ou typiquement moi ça me fait penser, quand je vois ça, à des fois des enfants qui peuvent avoir peur de, par exemple, descendre du toboggan. On se dit: «Bah, c'est pas si haut que ça». Bah, en fait, Tout on à sait pas. fait, Peut-être que le toboggan, ce côté de se lancer dans le vide, c'est quelque chose qui peut être, extrêmement stressant au bout du compte. Donc c'est aussi, tout ce côté-là de se dire que, bah, en fait, le vécu de chacun va faire qu'on peut avoir plus ou moins peur et des fois, bah, on a qu'à voir quand on dit, «Ah, je suis allé au-delà de ma peur», c'est comme une réussite énorme. tout à fait. Et puis la peur peut venir d'un traumatisme, peut-être que l'enfant qui a peur descendre du toboggan, en fait, il est tombé de 3 marches et ça lui rappelle ces 3 marches inconsciemment. Et c'est pour ça Ouais, qu'il a peur du toboggan. Et c'est pour ça que si on l'accompagne pour lui montrer que c'est pas dangereux, et c'est aussi ce que j'ai raconté dans le livre, c'est que l'un a peur de l'araignée, l'autre lui dit, mais regarde, c'est une toute petite araignée, on va la mettre dehors et c'est pas grave. Et l'autre qui lui dit, mais moi j'ai peur du noir, et il dit, mais regarde, le noir, c'est pas si, ça fait pas si peur quand la nuit est belle et on peut s'endormir avec la douceur de la lumière de la lune. c'est Donc, ça et en plus, bah, comme on le disait, les enfants quand même, ils imitent énormément. Donc il suffit que quelqu'un ait peur justement des araignées ou autres aussi autour de lui et qui reproduise en exactement, fait ce qu'il a pu voir. C'est aussi une autre forme de déconstruction derrière à essayer d'avoir. Parce que, bah, c'est sûr que si, pour raison X, Y, cet enfant-là aussi, il a perçu qu'une personne en qui il a confiance a peur des araignées, bah, lui-même, il risque d'avoir peur parce qu'il se dit: «Mince, c'est quelque chose de dangereux». Donc c'est oui, aussi tout ce côté-là aussi de se dire que, bah, il vit dans un environnement, il vit, encadré aussi, et accompagné de d'autres personnes qui peuvent des fois transmettre certaines peurs. tout à fait. Donc ça, c'était vraiment tout l'univers de, du bisou arc-en-ciel et après, bah, bien sûr, Croque-Bisou, qu'on a pu échanger tout à l'heure dessus, et qui est pour moi aussi, vraiment, je pense que pour beaucoup de parents, ça a pu être très utile, justement aussi sur la question de la peur du noir, et la question du coucher. Parce que comme on le disait, il y a beaucoup d'ouvrages maintenant qui sont utilisés en fait pour, aborder certains thèmes qui peuvent être, des fois complexes et je pense que justement la peur du noir, le coucher est une des questions que beaucoup de parents se posent quand même. Donc aussi, c'est un des vraiment un vecteur, je pense, qui peut faciliter justement cette question-là en fait, on peut découvrir plein de choses extraordinaires, en fait, dans le noir, notamment les étoiles.
Les étoiles, et puis alors les lucioles, c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup en France. En revanche, on en voit, ça c'est typiquement parce qu'au Japon, on en voyait beaucoup. Enfin, quand j'étais enfant, il y avait beaucoup de lucioles. Donc, ça, je trouvais ça tellement magique, ces petits insectes lumineux qui pouvaient voler comme ça devant les yeux et qui sont pas du tout. On pouvait même, moi, je pouvais même les attraper comme ça hein, dans la nuit et puis on les laissait se repartir. En revanche, en France, je vois encore aujourd'hui des vers luisants qui brillent comme ça dans le jardin et ça a un côté magique. Et c'est vrai que, encore une fois, quand on ne connaît pas, on peut avoir peur d'une petite lumière. On se dit, qu'est-ce que c'est que ça? Une petite lumière qui vole, on peut en avoir, on peut en avoir peur. Et du coup, savoir que ce sont juste des petits insectes lumineux qui sont dans l'herbe ou qui volent, ça rassure. Et c'est même j'essaye de le rendre, ce côté-là, plus gai, c'est-à-dire de rendre la chose plus joyeuse en disant, en fait, regardez comme c'est joli. Ouais, c'est ça. Je pense aussi, c'est aussi ce côté-là, justement un peu, bah, esthétique derrière de, montrer que c'est pas quelque chose qui donne envie, en fait, quasiment d'aller, voilà, d'explorer. Tout à fait. Mais c'est vrai que ce qui est aussi intéressant dans les livres, c'est d'essayer d'expliquer aux enfants des choses qui leur paraissent mystérieux et effrayants, et que finalement, une fois qu'ils connaissent, bah, ils ont plus peur. Ah C'est bah, vraiment l'inconnu fait peur, et quand on connaît, on a moins peur. Et je pense de que la là, même tout professionnel ou tout parent, a dû connaître la période aussi du peur du loup, heu et justement, on se rend bien compte aussi dans la pro c'est dans non, c'est pas dans celle-ci, Non, c'est dans dans un croque-bisou parce que alors moi j'essaie dans mes pas celui-ci. histoires voilà de montrer que le loup n'est pas un animal qui est méchant mais c'est un animal gentil C'est ça, parce que et je pense j'ai que écrit plusieurs histoires où le loup fait peur mais qu'en fait c'est quelqu'un de gentil et qui est un animal comme les autres. Donc, parce que bon, personnellement, je suis très touchée. J'ai pas envie qu'on détruise les loups. Et il y a des choses d'ailleurs que je ne comprends pas parce que je sais qu'en Espagne, les loups ne sont pas chassés dans les Pyrénées et que les éleveurs arrivent très bien à gérer le loup et que passer la frontière en France, les éleveurs disent qu'il faut les tuer parce que ça détruit leur troupeau. Et je comprends très bien le drame et le stress qu'un éleveur peut avoir de voir ses moutons égorgés et à moitié dévorés en plus. Mais je pense il y a un problème juste de communication avec le loup. Il faudrait mieux savoir comment vivre avec le loup plutôt que de le combattre. Et c'est bon. Là, je digresse un peu, je vais un peu loin. non, mais c'est intéressant parce que justement, je pense que tout professionnel ou parent a déjà vu, un enfant, faire: «Oh, il y a le loup!» et partir en courant, de l'autre côté de la salle et on ouvre la porte et dire: «Ah bah non, tiens, il est pas là» ou, faire des jeux, avec ça et souvent, bah, on se rend compte que, bah, après il y a des enfants qui ont peur du loup, bah, en fait, ça influe même Mais il y a des sur la enfants nuit. qui aiment bien avoir peur, hein, Ah oui, il y en a, ils adorent aussi. ça. Ils adorent Donc, ça. ils aiment bien aussi de dire, oh, il y a le loup, j'ai peur. Et en même temps, ils retournent voir si le loup est là parce qu'ils aiment aussi cette notion de peur. Ah bah, ils l'expérimentent à ce moment-là et c'est sûr que ça joue énormément. Tout à fait. Et du coup, ils aiment bien avoir peur la journée, mais le soir, du coup, quand ça revient, C'est ça. ils ont un peu plus peur. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'il faut les rassurer, peut-être justement avec ces histoires, en leur disant, là, en l'occurrence, le héros n'était pas le loup, mais le doudou qui était perdu, et que le loup aide à retrouver, parce que tous les animaux, que ce soit le hibou, le loup, et le petit doudou qui pleure en faisant ouh, le loup crie à la lune en faisant ouh, et le petit hibou fait ouh en ululant. Et du coup, on se rend compte que chaque ouh, finalement, n'est pas si Effrayant. effrayant que ça. Ouais, c'est ça et c'est de montrer aussi que, bah, du coup, ça peut être un compagnon. Oui, tout à fait. Bah, merci beaucoup en tout cas pour tous ces partages et je pense que ça peut être
super intéressant pour beaucoup. Ce que je propose, c'est que comme je vois le temps défiler, c'est que s'il y a certaines questions, n'hésitez pas à les poser. Moi, je les ai sous les yeux. Et comme ça, je peux les partager. Alors là, D'accord. il y a une question très technique, éditeur. Il y a quelqu'un qui a écrit justement qu'elle commençait à écrire des livres jeunesse Oui. et elle écrivait en pensant aux enfants qui vont les écouter et elle adore justement les raconter aux enfants. Mhm. Mais elle a du mal à retenir les éditeurs et du coup, c'était quoi qui fait qu'une histoire, elle est retenue par un éditeur? Oh là là. Très technique hein, comme question là. Je n'ai aucune idée. Je ne sais pas comment. D'abord, il faut qu'elle voit. Je pense que cette personne doit d'abord regarder les éditeurs qu'elle aime, les livres qu'elle aime, chez quels éditeurs ils sont. Ça voudrait dire qu'elle a un esprit qui va vers ce que cet éditeur édite. Donc, c'est le même esprit. Et du coup, s'adresser déjà aux éditeurs qu'elle aime, dont elle aime lire les livres et dont elle se sent proche. Pour moi, c'est déjà ça la chose la plus importante. Après, bah, je crois qu'il faut s'acharner et puis envoyer, essayer. Voilà. Mais je n'ai pas de Il y a pas de truc. solution miracle. Non. Il y a quelqu'un d'autre qui demandait, qui a beaucoup aimé l'un de vos ouvrages qui était Un pique-nique très réussi Ah oui. et qui C'était un demandait s'il grand allait être papa. réédité. Non, malheureusement, alors j'ai eu beaucoup de demandes pour un pique-nique très réussi ou pour un cadeau exceptionnel. On a un problème en ce moment du prix du papier, le prix du carton qui est extrêmement cher. Et même là, je viens de faire un livre, donc ce sont des grands livres de grand format qui sont genre pop-up. Et j'ai dû récemment faire un livre pop-up, enfin j'ai fait un livre pop-up en collaboration avec un château qui s'appelle le Château de l'Ours. Et on a été obligé de faire un format très petit avec juste 8 doubles, il me semble, parce que le livre est tellement cher, c'est tellement cher à fabriquer qu'il serait invendable. C'est-à-dire que personne ne l'achèterait à cause du prix. Ah, merci pour ces Et précisions. donc, on peut pas, même pas les rééditer parce qu'on ne peut pas les réimprimer à ce prix, au prix qu'ils étaient avant. Donc, on ne peut pas les réimprimer aujourd'hui. Bah, merci pour ces précisions. Euh, il y avait aussi une question qui était, bah, même si je pense qu'on y a bien un peu partiellement répondu, c'était y a-t-il un message que vous aimeriez vraiment transmettre à travers vos écrits? Bah, le message, c'est juste de dire, moi, ce que j'aimerais faire passer aux enfants, c'est aie confiance en toi. On t'accompagne, mais tu n'es pas tout seul à avoir peur, tu n'es pas tout seul à ne pas oser faire les choses. Et, j'essaye de transmettre le fait que, quelle que soit la différence, on peut y arriver. Voilà, quel que soit le problème, on y arrive à sa manière. On n'est pas obligé de faire comme tout le monde et on y arrive. C'est de donner une sorte de confiance en soi aux enfants. Alors je vois qu'il y a plein de questions. Tout le monde s'enflamme dans les questions. Euh, alors il y avait une question quelqu'un qui demandait que justement elle connaissait votre travail autour des contes, Ah. mais que pour elle, Croque-Bisou c'était un ours et vous avez dit que c'était une souris. Est-ce que la personne elle fait erreur ou pas? Non, j'ai pas fait, c'est même pas une souris, c'est un personnage imaginaire. Alors, Croque-Bisou? Ouais. Croque-Bisou, c'est plus proche d'un hibou que d'une souris, mais Ah il mais a c'est des souvent pattes. comme il y a les deux personnages. Oui, voilà. Mais non, non, c'est un personnage un peu imaginaire qui ressemble à un hibou, mais il a quand même 2 bras, plus des ailes, plus des pattes. Donc, ce n'est pas un personnage spécifique, Ok, connu. super. Alors, il y avait une autre question qui était, si je comprends bien, Kimiko écrit des histoires, mais elle réalise aussi ses dessins. Ce n'est pas forcément le cas de tous les livres littérature jeunesse, n'est-ce pas? Oui. Et est-ce un choix pour les dessins soient plus proches de ce que Kimiko veut transcrire dans ses textes? Bah, c'est-à-dire qu'à la base, moi, je suis dessinatrice.
Donc, mon grand plaisir, c'est de dessiner. Et donc, avec mes dessins, avec les personnages que je crée, me viennent les histoires que que j'essaye de m'améliorer toujours pour que mes histoires soient de mieux en mieux. Parce que, évidemment, parfois, je suis pas contente d'une histoire qui est parue parce que je trouve que j'ai raté quelque chose et j'essaye d'écrire mieux par la suite. Mais là, actuellement, je fais une série où je ne fais que écrire et je ne dessine pas. Et finalement, je me suis rendu compte que j'avais aussi beaucoup de plaisir à écrire seulement l'histoire et à la faire illustrer par une autre. Là, je fais une série qui s'appelle Minusculette, qui est illustrée par Christine Davenier. Et, euh, et j'ai aussi beaucoup de plaisir à écrire les histoires. Mais moi, j'ai beaucoup de plaisir moi-même à dessiner. Donc, je ne vois pas pourquoi je me priverais de dessiner alors que j'aime ça, quoi. Ah oui, ça, c'est voilà, je vous montre, c'est Minusculette en automne et donc illustré euh, par Tavernier. Super. Voilà, Bah, je pense que du coup, ça va faire un peu résonance avec la question qui était juste après. oui. C'était comment vous avez l'impression d'avoir évolué, avancé ou changé depuis le début de que vous avez commencé à écrire? Bah, j'espère que j'ai évolué et changé. J'espère que mes histoires sont plus... Peut-être que je réfléchis un peu plus à... Je ne sais pas comment dire. Bah, de toute manière, c'est une évolution constante et c'est une amélioration constante. Quand il y a certains livres que je vois que j'ai fait dans le passé où je me dis même comment l'éditeur a édité ça. Parce que je suis pas très contente. Mais donc, en fait, je pense que quand on fait des livres ou toute autre, j'imagine, activité créatrice, on a toujours envie d'avancer parce qu'on a toujours envie de faire mieux et de faire pas mieux dans la forme, mais mieux dans ce qu'on a envie de transmettre. Mieux pas que ce soit joli ou que mieux dessiné. Moi, c'est plus dans essayer, est-ce que j'ai réussi à faire passer le message que j'avais envie de faire passer? Voilà. Mais c'est un message qui n'est pas conscient en plus, je dois dire. C'est que parfois, je fais un livre et puis une fois que le livre est sorti, une personne me fait une remarque et je me dis, ah mais oui, j'avais pas pensé que ça pouvait dire ça. Voilà. Bah, en tout cas, il y a quelques déçus du coup pour pas la réimpression des ouvrages que vous avez pu citer Oui, tout à ben oui, l'heure. je sais bien. Alors, il paraît qu'on les trouve sur le Bon Coin, hein. Donc voilà. Et derrière, il y avait une question qui était, majoritairement les ouvrages sont faits pour la petite enfance. Oui. Pourquoi du coup ce choix? Ce n'est pas un choix. OK, Ça, je n'arrive pas en fait, je crois que je ne dépasse pas l'âge de 6 ans dans ma tête quand je fais mes histoires. Et pour l'instant, je n'arrive pas à aller au-delà. J'aimerais bien, mais je crois que j'ai une mentalité d'enfant de, de 3 à 6. Mais c'est pas du tout un choix. Si, si, j'aimerais bien faire pour les plus grands, mais j'y arrive pas vraiment. bien sûr. Oui, oui. Parce que justement, c'était la question juste après, est-ce que vous seriez intéressé par aller vers les plus grands? Oui, Et j'aimerais bien. mais c'est sûr J'aimerais que bien. c'est là, au niveau de la transition, c'est pas forcément la plus simple. Non, mais bon, j'y travaille. Peut-être j'y arriverai. Et une question qui a pas été posée, mais que moi je me pose, c'était, parmi tous les ouvrages que vous avez faits, est-ce qu'il y en a un en particulier auquel qui vous plaît énormément ou qui vous tient à cœur? J'aime beaucoup, il y a une histoire que j'aime beaucoup qui s'appelle Lune. Pas la lune, mais Lune, qui est l'histoire d'une petite louve qui est perdue dans la forêt. Et c'est assez étrange parce que c'est une histoire que j'ai dû faire 25 versions de cette histoire, 25 versions qui ont été refusées hein, par mon éditeur. Euh, il m'a fait recommencer, alors qu'à chaque fois, moi, j'étais assez contente de mon histoire. Et puis, la dernière en plus, moi, quand j'allais voir mon éditeur, je faisais tout. C'est-à-dire que je faisais mes images, je faisais un faux livre
Et avec les couleurs, j'imprimais le texte et je lui montrais un livre pratiquement fini. Donc j'ai fait ça 25 fois quand même hein, pour lui montrer. Et à chaque fois, et la dernière fois où je lui ai montré, il était comme d'habitude, c'est-à-dire que il n'a rien fait passer aucune émotion sur son visage. Il a regardé mon livre, il a refermé le livre. Et avant qu'il ouvre la bouche, je lui ai dit, écoute, Arthur, si tu ne veux pas cette histoire, je ne recommencerai plus. Tant pis, j'irai voir un autre éditeur, mais j'en ai assez. Mon histoire, elle est aboutie, elle est bien comme ça. Et puis il m'a regardé, il m'a dit, ok, bah, je la prends. Alors que je pense qu'il n'avait pas du tout envie je crois qu'il avait encore envie de me faire recommencer, je ne sais pas quelle page. Et, et du coup, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup ce livre. Ok. Voilà. Bah, super, bah, merci en tout cas pour ce partage. Alors je vois qu'il y a eu ça a du coup animé d'autres questions. Ah, Notamment une question qui était, du coup, vous avez parlé des différents retours et quels étaient les différents retours par rapport à vos livres justement? Est-ce qu'il y a des différences d'interprétation que, vous avez découvert sur certains de vos livres? oui, bah alors là, je me souviens plus. Les retours, c'est quand je suis en dédicace et les personnes me disent telle ou telle chose, mais je n'ai pas le souvenir précisément là. Je ne peux pas vous donner Alors il y d'exemple. a le partage de tout à l'heure que vous nous avez fait par rapport à la maman et Voilà. qu'elle avait pu Ça, reprendre un ça contact. m'avait marqué, Ouais, effectivement. J'ai souvent ce genre pas le fait de se reconnecter avec un enfant, mais bon, Croque-Bisou, j'ai beaucoup de retours sur le fait que ça a aidé les parents à coucher leur enfant. Ça, je l'ai eu beaucoup de fois, mais bon, c'est logique puisque c'était mon intention. Donc, tout à fait. Et bah, du coup, quelqu'un se questionnait sur, c'est quoi la réelle différence pour écrire pour un plus jeune public et pour les plus grands? mais je peux pas vous dire, moi j'écris moi j'écris que parce que j'ai 3 à 5 ans quand j'écris mon histoire. En fait, je pense que c'est aussi lié à mon dessin parce que j'ai un dessin qui est très bébé. Et du D'accord. coup, je fais mon dessin et j'ai pourtant essayé de dessiner pour plus grand et tout, mais quand je suis très fière, je montre mon dessin, un personnage par exemple que j'ai créé autour de moi et je dis c'est un personnage pour 8 ans. Ouais, et à chaque fois on me dit ah non, bah non, c'est 2 3 ans. Et du coup, l'histoire qui en découle forcément. Je m'identifie à mon personnage parce que ce personnage, c'est moi. Et j'ai 3 ans, 4 ans, et j'écris Ouais. l'histoire. Mais il y a pas, je n'ai pas, moi, en tout cas, il faut demander à quelqu'un qui écrit pour tous les âges. Quelqu'un s'interrogeait si vos ouvrages étaient, du coup publiés au Japon, Oui, et certains s'il y avait, ouvrages. une publication, est-ce qu'il y avait des échos de la réception et comment du coup vous étiez, comment ça est-ce qu'il y avait des différenciations et quelles étaient les sensibilités? Bah, alors, ce qui est drôle, c'est qu'au Japon, on me dit, ah, les couleurs que tu utilises sont très européennes, très françaises. Euh, alors, bon, c'est vrai que maintenant, ça fait longtemps que je vis en France et on me fait souvent cette remarque au Japon, comme quoi mes couleurs sont tellement différentes des couleurs japonaises. Voilà. D'accord, Mais c'est que sur les couleurs, on me dit pas ça sur les pas sur le personnages. fond de On me l'histoire. parle des couleurs. Ouais. D'accord. C'est assez intéressant du coup de voir qu'il y a vraiment une, Oui, c'est différenciation tout. sur ce point-là. Mm. Super. Et du coup, j'avais une toute dernière question, c'était, où du coup, vous trouvez vraiment l'inspiration, de vos personnages et même des histoires? Je peux pas vous dire. Ça Ça, vient. c'est Non, j'ai envie de faire un personnage. Euh, je peux pas. Là, par exemple, je suis en train d'écrire une histoire qui n'a rien à voir. C'est un nouveau livre et j'avais envie de faire l'histoire d'un petit dragon. Et donc, je suis en train d'essayer d'écrire une histoire de dragon, mais pourquoi j'avais envie d'écrire une histoire de dragon, je ne sais pas. Peut-être que j'ai vu le tatouage de ma fille qui s'est fait tatouer des dragons et ça m'a donné cette envie. Je ne peux pas vous dire, les inspirations, elles viennent. Je peux pas, j'ai pas, franchement, je peux pas vous dire. oui, c'est un peu par rapport à tout ce que vous pouvez vivre aussi et du coup ça Oui, bien sûr. Et inconsciemment, ça peut puis, peut-être bon, influencer, et puis en plus, de toute manière, quand on écrit une histoire, même si c'est pour 2 3 ans, on met beaucoup de soi. Et je peux avoir dans la journée une contrariété, je ne sais laquelle. Et puis, il se trouve que j'écris une histoire, et puis finalement, c'est une histoire de contrariété qui n'a rien à voir avec la mienne, mais qui est une histoire de contrariété. Donc, ça vient comme ça, hein. bien sûr. Bah, super. Bah, merci beaucoup. Je vois qu'il y a Mais plus de c'est moi. questions.
Donc un grand merci en tout cas pour ce partage. Mais c'est Euh, moi qui vous remercie de m'avoir accueilli avec retard. Merci beaucoup. et je pense que voilà, il y a eu quand même beaucoup de questions, donc je pense que vraiment votre partage, il a plu et vraiment il y a eu beaucoup de personnes sur qui ça les a fait réagir. Surtout, bah, un grand merci encore d'être notre marraine littéraire pour cette année. Mais ça me fait Euh, beaucoup plaisir. on peut retrouver tous vos ouvrages du coup à l'école des loisirs et dans Oui. la boîte pédagogique. Donc n'hésitez pas, hein, si jamais vous avez envie de découvrir ou de redécouvrir cet univers. Et donc, il y a quelqu'un qui posait quand même une toute dernière question, c'était vos histoires semblent très liées à la peur de l'enfant. Est-ce que vous étiez une enfant très peureuse? Je pense pas que j'étais très peureuse. J'étais même au contraire. Enfin, je dis ça. Euh, je sais que je vais vous répéter ce que ma mère me dit. Ma mère me dit, toi, tu étais téméraire et ta sœur était peureuse. Voilà, c'est ce qu'elle nous dit tout le temps. Euh, mais, euh, mais je pense que j'ai eu une enfance. Je vais vous dire, en fait, ce qui n'a pas été facile dans mon enfance, c'est que quand j'étais en France, on me traitait de chinoise et quand j'étais au Japon, on me traitait d'étrangère. Et j'ai beaucoup souffert pendant mon enfance de cette différence, de me sentir différente des autres. Et c'est ça que je voulais, que j'essaie de partager dans mes livres, c'est de montrer que la différence, ça n'est pas grave. On peut être différent et c'est pas grave, on y arrivera de toute manière et au contraire, ça peut même être une richesse, la différence. Et peut-être que on ressent ça dans le fait d'avoir peur, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Bah, merci en tout cas. Merci Mais pour avoir voilà. répondu encore à cette toute dernière question. Merci de nous avoir fait entrer dans votre univers, hein, au bout du compte, et de nous avoir partagé une partie de vos ouvrages. Je pense que ça a beaucoup plu et surtout, bah, n'hésitez pas à du coup redécouvrir tous les ouvrages, toutes les séries de Kimiko. Je pense que vous avez de quoi aussi prendre plaisir à découvrir ces ouvrages. Aussi, des fois, bah, à ne pas hésiter, comme on a vu, que ça peut être un outil pour passer des messages plus inconscients ou autres, à le partager aussi auprès des familles. Je pense que ça peut être aussi un biais d'échange, de partage à ce moment-là. Bah, Donc merci surtout, à vous, n'hésitez Andrew, bah, merci. pour cette modération magnifique. Bah, merci à tous et puis, bah, du coup, je vais clôturer cet événement, et puis je vous dis à très bientôt et de surtout passer une excellente semaine nationale de la petite enfance et de surtout de ne pas hésiter à nous partager tout ce que vous mettez en place. Merci à tous, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.